La poussière du chemin de terre collait encore à la robe d'Élise quand elle s'arrêta devant ce portail en fer forgé qu'elle connaissait depuis l'enfance. Le ventre de 8 mois pesait sur ses jambes fatiguées, la vieille valise pendait au bout de son bras, et tout ce qui restait de sa vie tenait dans sa poitrine. La lumière de fin d'après-midi baignait la cour de ce domaine de l'Ardèche d'un or épais et généreux, la longue façade de pierre grise, les vignes en rang serrées sur le coteau, le chien couché près de la porte, et puis il apparut. Mathieu sortit par le battant de la porte d'entrée avec sa chemise de travail aux manches retroussées, les mains encore tachées de terre, la barbe de quelques jours, les yeux clairs qu'Élise n'avait jamais réussi à oublier. Il la regarda le ventre, et son visage ne montra rien, ni colère, ni joie, ni surprise. Juste un silence si profond qu'il faisait plus mal que n'importe quel mot. Elle était venue jusqu'ici parce qu'il avait été le seul homme à l'avoir aimée vraiment, un jour. Mais ce qu'Élise ne savait pas encore, c'est que derrière tout ce silence, Mathieu livrait la bataille la plus difficile de sa vie. Et la surprise qu'il gardait enfouie allait tout changer. La vie d'Élise et de Mathieu n'avait pas commencé devant ce portail. Elle avait commencé bien des années auparavant, quand les deux n'étaient encore que des enfants trop jeunes pour comprendre la taille de ce qu'ils ressentaient. Mathieu était le fils de René Vernet, viticulteur dont le domaine jouxtait les terres du père d'Élise, lui-même maraîcher dans cette vallée de l'Ardèche que les gens du coin appelaient le bas pays. Ah, les deux enfants avaient grandi en se voyant par-dessus les haies de buis, en jouant dans les mêmes ruisseaux qui descendèrent des collines, en courant pieds nus dans les mêmes prés après les orages d'été. Quand l'enfance avait commencé à devenir autre chose, quand les regards s'attardaient plus qu'ils n'auraient dû et que le cœur s'emballait, sans demander la permission, tout le monde autour d'eux savait déjà ce qui se passait, sauf le père d'Élise, ou plutôt il le savait, et c'était précisément cela qui lui ôtait le sommeil. Henri Aubert, père d'Élise, était un homme de principes rigides et d'un orgueil plus grand que ses terres. Il avait des projets pour sa fille, des projets qui n'incluaient pas un garçon de domaine voisin sans fortune particulière. Quand Élise eut 18 ans, son père avait déjà tout arrangé avec Gilles Marconnet, un négociant en bois de la ville voisine d'Aubenas, qui possédait une belle maison, une voiture récente et un commerce florissant sur la place principale. Le mariage fut organisé sans qu'Élise ait voix au chapitre, comme cela se faisait encore parfois dans ces campagnes-là où la tradition pesait plus lourd que le cœur des jeunes filles. Quand elle chercha Mathieu pour lui annoncer la nouvelle, elle le trouva assis sur le muret du verger, regardant le vide, parce que quelqu'un lui avait déjà porté la nouvelle avant elle. Mathieu ne cria pas, ne se battit pas, ne promit pas de combattre le monde entier. Il était de cette sorte d'homme qui avale la douleur entière et la laisse brûler en silence. Il dit seulement qu'il espérait qu'elle serait heureuse, qu'elle méritait un mari qui puisse lui donner ce qu'il n'avait pas encore. Et Élise voulut dire qu'elle n'avait que faire d'une maison en ville, que ce dont elle avait besoin c'était de lui, mais les mots ne vinrent pas parce que son père criait déjà son prénom de l'autre côté de la cour. Elle partit un matin de mars, assise sur le siège avant de la voiture de Gilles Marconnet, regardant en arrière jusqu'à ce que la haie du domaine Vernet disparaisse derrière le premier virage. Et Mathieu resta là, immobile, la regardant s'éloigner, la main posée sur le portail en fer forgé, comme si c'était la seule chose qui le maintenait encore debout. Les années qui suivirent furent cruelles avec Élise, d'une cruauté silencieuse, de celle que personne ne voit parce qu'elle se passe derrière les portes fermées d'une belle maison. Gilles Marconnet n'était pas un mauvais homme au début. Il était simplement un homme ordinaire qui s'était aigri avec le temps, avec les affaires qui n'allaient pas la plus aussi bien, avec le vin qui était entré doucement dans sa vie jusqu'à en prendre toute la place. D'abord ce furent les mots durs, puis les silences lourds qui valaient pire que les cris. Élise avait tenu bon parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Son père était mort 2 ans après le mariage, emporté par une crise cardiaque qu'il avait refusé de soigner avec la même obstination qu'il mettait dans tout le reste. Et sa mère était partie quand Élise n'était encore qu'une petite fille. Elle n'avait pas de frère, pas de sœur,
pas de proches. Elle n'avait que cette maison à Aubenas qui avait cessé d'être un foyer pour devenir une prison. Quand Gilles mourut, ce fut d'une façon triste et sans gloire. Ah, comme meurent les hommes qui ont renoncé à eux-mêmes. Un soir de novembre, rentrant du bar où il avait bu plus que de raison, il fit un malaise au volant sur une petite route de campagne. On le retrouva au petit matin, la voiture dans le fossé, déjà froid. Élise ne pleura pas aux obsèques, et les gens d'Aubenas s'en étonnèrent. Mais elle avait déjà pleuré tout ce qu'elle avait à pleurer pendant les années de mariage. Ce qui vint après l'enterrement fut pire que le deuil. Vinrent les créanciers. Gilles avait laissé le commerce plein de dettes, avait emprunté de l'argent à des gens peu recommandables, avait vendu des marchandises qui ne lui appartenaient pas. En quelques semaines, Élise perdit le commerce, perdit la maison, et découvrit qu'elle était enceinte de l'homme qui avait fait de sa vie un tourment. Enceinte de bientôt 8 mois, qui sans un sou, sans toit, sans personne au monde. Élise fit ce que font les gens désespérés. Elle retourna vers le seul endroit où elle s'était un jour sentie aimée. Elle rassembla le peu qu'elle avait pu sauver dans une vieille valise en cuir dont les coins commençaient à s'user. Elle prit le car jusqu'à Privas, puis un autre jusqu'à Vals-les-Bains, et de là, elle marcha. Elle demanda des coups de voiture. Elle dormit une nuit chez une vieille dame charitable qui lui avait ouvert sa porte sans poser de questions. Le voyage avait duré 2 jours, et à chaque kilomètre qui passait, la peur grandissait en même temps que le ventre. Et si Mathieu s'était marié? Et s'il ne voulait pas la voir? Et s'il la renvoyait? Mais Élise continua d'avancer parce que l'alternative, c'était de s'arrêter. Et s'arrêter voulait dire abandonner. Et elle n'était pas encore prête à faire ça. Le domaine apparut au bout d'un chemin de terre, un soir d'août, quand le ciel prenait cette couleur de pêche mûre que seule la campagne ardéchoise sait faire. Élise reconnut le portail de loin, le même portail en fer forgé où Mathieu s'était tenu immobile à la regarder partir tant d'années auparavant. Maintenant, c'était elle qui était là, de l'autre côté, avec son ventre de 8 mois tendant son unique robe propre, la valise pesant au bout du bras. La maison de pierre était toujours là, mais différente. Les volets avaient été repeints à une époque puis laissés à se faner depuis. La treille de glycine sur la façade avait poussé sans être taillée, s'enroulant où bon lui semblait. Le jardin que la mère de Mathieu avait entretenu avec tant de soin était envahi par les herbes folles. Si tout ici avait un air de fonctionnel sans âme, de lieu où quelqu'un vivait mais n'habitait pas vraiment. Élise frappa à la grille. Le son résonna dans la cour vide et mourut dans le silence du soir. Elle allait frapper de nouveau quand la porte de la maison s'ouvrit et Mathieu apparut. Il était plus vieux, évidemment, plus large d'épaules, plus marqué par le soleil et le travail du dehors. La barbe de quelques jours était devenue une barbe entière, sombre, les cheveux un peu trop longs de quelqu'un qui ne s'en préoccupe plus guère. Il portait une chemise de travail aux manches retroussées, un pantalon de velours côtelé usé aux genoux et des bottes couvertes de terre. Mais les yeux étaient les mêmes, ces yeux clairs, presque gris, qu'Élise connaissait depuis que le monde était monde. Sauf qu'il portait maintenant quelque chose de différent au fond, une dureté qui n'existait pas avant, un mur construit brique par brique au fil des années de solitude. Il s'arrêta sur le seuil et la regarda la valise, regarda le ventre. Et Élise vit son visage se fermer encore davantage, comme quelqu'un qui reçoit un coup et décide de ne pas le sentir. Ils restèrent ainsi quelques secondes qui parurent une éternité, se regardant par-dessus le portail, séparés par 3 mètres de cour gravillonnée et par des années entières de distance. Élise sentit sa gorge se serrer, sentit les larmes menacées, mais elle ne pleura pas. Elle s'était promis de ne pas arriver en pleurant, de garder sa dignité, même si c'était la dernière chose qu'il lui restait. « Mathieu, » dit-elle, et sa voix sortit plus ferme qu'elle ne l'espérait. « Ah, je sais que je n'ai pas le droit d'arriver comme ça. Je sais que ça fait longtemps, mais je n'avais plus nulle part où aller. » Il descendit les marches du perron lentement,
traversa la cour à pas mesurés et s'arrêta de l'autre côté du portail. De près, Élise vit les cernes, les rides précoces au coin de la bouche, les mains calleuses et abîmées de quelqu'un qui travaille seul du lever au coucher du soleil. Il sentait la terre humide et la fin de journée. Et malgré tout, malgré les années et tout ce qui s'était passé, son cœur s'emballa de la même façon qu'à 17 ans, quand il apparaissait sur le chemin en souriant. Mathieu ne sourit pas, il ne demanda pas comment elle allait, ne demanda pas de qui était l'enfant, ne demanda pas ce qui s'était passé. Il déverrouilla simplement le portail, ouvrit un passage et dit d'une voix si plate qu'elle semblait répéter « Il y a une chambre au fond du couloir que je n'utilise pas. Tu peux rester le temps de te retourner. » Et c'est tout. Il tourna le dos et repartit vers la maison sans regarder en arrière. Élise resta un instant immobile, la valise pesant au bout du bras, le ventre pesant sur l'âme, essayant de comprendre ce qu'était cet accueil froid. Ce n'était pas un rejet, parce qu'il avait ouvert le portail. Ce n'était pas de l'affection non plus, parce qu'il ne l'avait même pas effleuré, n'avait même pas montré qu'il se souciait. C'était quelque chose entre les deux, quelque chose qu'Élise ne savait pas encore nommer, mais qui faisait mal d'une façon différente de tout ce qu'elle avait connu. Elle entra dans la cour, monta les marches du perron, poussa la porte. À l'intérieur, le domaine confirmait ce que l'extérieur laissait déjà voir. Tout était propre, organisé à la façon pratique d'un homme qui vit seul, mais il manquait de chaleur. Pas de nappe sur la table, pas de fleurs dans un vase, pas de rideaux aux fenêtres. Dans la cuisine, des casseroles accrochées au mur, le fourneau à bois, une assiette et un verre solitaire séchant sur l'égouttoir. C'était la maison de quelqu'un qui avait renoncé à vivre et se contentait de survivre. La chambre du fond était petite, avec un lit de bois, un matelas ferme, une fenêtre donnant sur le verger de cerisiers et de noyers. Mathieu y avait mis des draps propres et un oreiller, ce qui signifiait que malgré la froideur, il s'était minimalement préparé à la recevoir. Peut-être qu'il gardait simplement la chambre en ordre par habitude. Élise ne savait pas et ne demanda pas. Elle posa la valise par terre, s'assit au bord du lit et regarda la fenêtre tandis que la dernière lumière du jour disparaissait derrière les noyers. L'enfant bougea dans son ventre, un coup fort du côté droit, et Élise posa la main là et ferma les yeux. « Mon tout petit, » murmura-t-elle, « on est arrivé. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais on est arrivé. » Et pour la première fois depuis des mois, la peur partagea la place avec quelque chose qui ressemblait au soulagement. Ce n'était pas encore la paix. C'était trop tôt pour la paix, mais c'était la sensation d'avoir un toit, de ne plus être sur la route. Dans la cuisine, Mathieu était assis à la table devant un café froid qu'il ne buvait pas. Il regardait le mur avec cette expression vide de quelqu'un qui mène une guerre intérieure sans rien laisser paraître. Les mains posées à plat sur la table, les jointures blanches d'une tension qu'il refusait de relâcher. Parce que la vérité, c'est que quand Mathieu avait vu Élise au portail, le monde entier s'était fendu en deux. Tout le ciment qu'il avait utilisé pour recoller son cœur brisé s'était désagrégé en quelques secondes. Et tout ce qu'il voulait, c'était courir jusqu'à elle, prendre son visage entre ses mains et lui dire qu'il n'y avait pas eu un seul jour, parmi toutes ces années, où il avait cessé de penser à elle. Mais Mathieu n'avait rien fait de tout ça. Parce que la dernière fois qu'il avait ouvert son cœur à Élise, elle était partie. Et la douleur de ce jour-là lui avait enseigné une leçon terrible. Aimer quelqu'un, c'est lui donner le pouvoir de vous détruire. Il s'était donc verrouillé, fermé. Il avait durci la voix, pesé chaque mot. Il avait offert la chambre du fond comme on offre un abri à n'importe quel voyageur épuisé, sans distinction, sans émotion. Et là, assis dans cette cuisine sombre avec le café qui refroidissait et le cœur qui bouillait, Mathieu se fit une promesse silencieuse. Il aiderait Élise, parce qu'il était un homme droit et ne laisserait pas une femme enceinte sans secours. Mais il ne s'ouvrirait pas. Il ne la laisserait pas entrer de nouveau. Il n'aimerait plus. Seulement le cœur est une bête têtue, et les promesses faites dans l'obscurité d'une cuisine survivent rarement
à la lumière du lendemain. Mais ça, Mathieu ne le savait pas encore. Le premier matin d'Élise sur le domaine arriva avec le chant du merle et l'odeur du café qui passait dans la cafetière en émail. Elle ouvrit les yeux lentement, sentant son corps endolori du voyage et du lit dur, et mit quelques secondes à se souvenir où elle était. La chambre du fond, la fenêtre sur le verger, le domaine Vernet, ce n'était pas un rêve. Elle se leva avec la difficulté qu'impose un ventre de 8 mois, ajusta sa robe et marcha jusqu'à la cuisine en suivant l'odeur du café. Mathieu était déjà parti. Le fourneau était allumé, le café chaud dans la cafetière, et à côté se trouvait une tasse propre et une tartine de pain de campagne couverte d'un torchon. C'était le genre de délicatesse qui ne vient avec aucun mot, qu'on pose sur la table et dont on s'éloigne avant que quelqu'un puisse remercier. Élise but son café lentement, regardant par la fenêtre de la cuisine. Dans les vignes, Mathieu travaillait au loin, réparant quelque chose le long d'un rang. Il se déplaçait avec cette détermination silencieuse de quelqu'un qui transforme le travail des mains en bouclier contre ses propres pensées. Élise connaissait cette façon d'être. Elle la connaissait depuis qu'ils étaient enfants et qu'ils perdaient quelque chose qui comptait. Mathieu ne pleurait jamais, ne se plaignait jamais, travaillait plus, se taisait davantage, et son silence allait grandissant jusqu'à occuper tout l'espace autour de lui, comme l'ombre d'un grand arbre qui n'empêche rien de pousser en dessous. Les premiers jours suivirent ce rythme de cohabitation sans vie commune. Mathieu partait avant le soleil et ne revenait que pour déjeuner, qu'il préparait lui-même sommairement et mangeait seul dehors, assis sur les marches, le dos tourné à la porte, comme pour bien montrer que cette maison avait un habitant et une hôte, et pas une famille. Élise essaya plusieurs fois de cuisiner, mais il refusait avec des phrases courtes, ni grossières ni aimables. « C'est pas la peine, je me débrouille. » Ou alors « Laisse ça, je m'en occupe. » Comme si accepter quoi que ce fût d'elle était ouvrir une brèche dans le mur qu'il avait élevé. Mais Élise n'était pas une femme à rester sans rien faire. Jamais elle ne l'avait été. Le troisième matin, elle se leva avant lui, alluma le fourneau, prépara du café fort et une grande casserole de soupe au potiron avec des lardons et du thym frais qu'elle avait trouvé dans le jardin. Quand Mathieu apparut dans la cuisine, prêt à faire son café comme tous les matins, il trouva la table mise et l'odeur chaude envahissant toute la maison. Il s'arrêta dans l'encadrement de la porte, regarda la casserole, regarda Élise, et pendant une seconde, si brève qu'elle faillit ne pas exister, son visage s'adoucit. Ce fut l'affaire d'un instant, comme quand le vent fait vaciller une flamme avant qu'elle retrouve sa place. Puis il se durcit de nouveau, s'assit à table sans rien dire, et mangea en silence. Mais il mangea tout, se resservit, et quand il sortit pour les vignes, il laissa son bol dans l'évier plutôt que sur la table, comme il faisait avant. Élise comprit que c'était le maximum de gratitude qu'elle obtiendrait de lui et l'accepta. Les jours passant, Élise commença à occuper les espaces que l'absence de soins avait laissés vides dans ce domaine. Elle lava les vieux rideaux qui pendaient au salon depuis l'époque de la mère de Mathieu. Elle frotta le carrelage de la cuisine jusqu'à ce que les tommettes retrouvent leur couleur d'origine. Elle désherba le jardin de devant qui était envahi d'herbes folles et découvrit sous les mauvaises herbes les pieds de lavande et de romarin que Geneviève Vernet, sa mère à lui, avait plantés des années auparavant. Certains vivaient encore, s'obstinant à exister malgré l'abandon, et Élise les soigna comme on s'occupe d'une vieille promesse. Elle les arrosa, les taille, ameublit la terre autour. Elle ne dit rien à Mathieu au sujet de la lavande, mais quand les premières fleurs violettes commencèrent à pointer, elle le vit s'arrêter devant le jardin un moment, regarder les plantes que sa mère avait aimées et déglutir avant de reprendre son chemin. Mathieu ne parlait pas du passé, ne posait pas de questions sur Gilles, sur le mariage, sur comment Élise en était arrivée là. Et elle lui en était reconnaissante parce qu'elle n'était pas encore prête à en parler. Certaines blessures ont besoin de temps rien que pour cesser de saigner avant que quelqu'un puisse les regarder.
Mais la curiosité d'Élise sur la vie de Matthieu pendant toutes ces années grandissait à chaque coin du domaine qu'elle découvrait. Dans la bibliothèque du salon, des livres anciens avec des annotations au crayon et des pages cornées. Dans le cellier, des outils organisés avec un soin presque obsessionnel, chacun à sa place. Et dans la chambre où elle n'entrait pas, la sienne, Élise aperçut un jour par la porte entr'ouverte un carnet à couverture de toile sombre posé sur la commode, plein de pages couvertes d'une petite écriture serrée. Elle ne toucha pas au carnet, mais n'arrêta pas d'y penser. La première fois qu'Élise descendit au village, c'était un vendredi matin parce qu'elle avait besoin de tissu pour coudre des petites choses pour le bébé qui approchait. Matthieu avait laissé de l'argent sur la table de la cuisine avant de partir avec un mot court qui disait juste « pour ce dont tu as besoin chez Paulette ». Elle ne voulait pas accepter, mais elle n'avait pas le choix. Elle prit seulement le nécessaire et marcha sur le chemin de terre, avec son grand ventre et son pas prudent. Le village était petit, un de ceux qui se résument à une rue principale, avec l'église d'un côté, le café-épicerie de l'autre et quelques maisons dispersées autour. Le genre d'endroit où tout le monde connaît la vie de tout le monde, où une nouvelle est un événement. Et Élise, enceinte et habitant chez Matthieu Vernet, était la plus grande nouvelle que ce village avait connue depuis des mois. Elle sentit les regards avant même d'entrer chez Paulette. Des femmes qui s'arrêtaient de bavarder pour regarder. Des hommes qui éteignaient leurs cigarettes et se donnaient des coups de coude. Le silence qui tombait à son passage, et le murmure qui reprenait sitôt qu'elle avait le dos tourné. Chez Paulette, la commerçante, une femme sèche aux lunettes perchées sur le bout du nez, Élise demanda du tissu, du fil et des aiguilles. Paulette servit avec un sourire qui contenait plus de curiosité que de bienveillance et lança d'une voix qu'elle prenait pour innocente. « Alors c'est vous, la dame qui s'est installée chez le Vernet ?» Élise confirma d'un signe de tête sans donner prise à la conversation. « Et vous comptez rester longtemps ?» poursuivit Paulette, laissant la question suspendue dans l'air avec tout le venin qui pouvait y tenir. Avant qu'Élise puisse répondre, une voix derrière elle s'invita dans la conversation. C'était Madame Delcourt, une veuve de la route du Bas, connue dans tout le village pour savoir les affaires des autres mieux que les siennes propres. « Ma pauvre, dit-elle, assez fort pour que toute la boutique entende, une femme dans son état, sans alliance au doigt, chez un homme qui vit seul. Je dis pas, mais tout de même. » Le sang d'Élise monta au visage, non pas de honte, mais de colère. Elle pinça les lèvres, prit son paquet, laissa l'argent sur le comptoir et sortit sans répondre, parce qu'elle savait que le moindre mot qu'elle prononcerait serait tordu, raconté, brodé et répandu dans tout le village avant la tombée du soir. Sur le chemin du retour, avec le paquet sous le bras et les larmes qui refusèrent de rester, Élise se demanda si elle avait bien fait de venir, si mieux valait pas affronter la misère seule plutôt que d'affronter à la fois le jugement des autres et l'indifférence de Matthieu. Ce qu'Élise ne savait pas, et qu'elle n'apprendrait que bien plus tard, c'est que Matthieu était descendu au village ce même après-midi. Il n'en avait rien dit, ne lui avait pas demandé comment s'était passée la course, n'avait montré aucune inquiétude. Mais il y était allé. Il entra chez Paulette, acheta 1 kilo de farine dont il n'avait pas besoin, et avant de repartir, il s'appuya sur le comptoir et dit à mi-voix, de ce ton que les hommes de la campagne emploient quand ils veulent être entendus sans avoir besoin de crier « Paulette, la dame qui est chez moi, c'est quelqu'un de bien et elle est sous ma protection. Si j'entends que quelqu'un dans ce village lui a manqué de respect, je viens régler ça moi-même. Et vous me connaissez. » Paulette avala sa salive et acquiesça parce qu'elle connaissait Matthieu Vernet. Oui, connaissait sa réputation d'homme sérieux et taiseux, le genre dont les paroles sont rares et d'autant plus pesantes. Matthieu sortit, passa devant la maison de Madame Delcourt et lui lança un regard qui n'eut pas besoin de mots. La veuve, qui était à sa fenêtre, ferma ses volets en hâte et ne remit plus le nez dehors de la journée. Matthieu rentra au domaine comme si rien ne s'était passé. Il rangea son cheval dans l'écurie, se lava les mains au puits, entra dans la cuisine et trouva Élise qui cousait à la table, les yeux rouges qu'elle essayait de cacher en inclinant le visage sur le tissu. Il vit les yeux,
et vit le petit vêtement de bébé entre ses mains, et sentit un serrement si fort dans la poitrine qu'il dut s'appuyer au montant de la porte. Mais il ne dit rien. Se servit un verre d'eau, sortit s'asseoir sur les marches du perron, et resta là à regarder tomber le soir, avec cette vieille guerre qui grondait en lui. D'un côté, tout ce qu'il voulait, c'était rentrer dans la cuisine, s'asseoir à côté d'elle et lui dire que personne ne lui ferait plus de mal. De l'autre, la peur hurlait que s'il faisait ça, il se retrouverait au même endroit qu'avant, à la regarder partir et à emporter avec elle ce qu'il lui restait de lui-même. La nuit tomba et la maison resta silencieuse, chacun dans son coin, séparés par un couloir court et une peur immense. Élise dans la chambre du fond, cousant de petits vêtements à la lumière de la lampe de chevet, et pendant que le bébé donnait des coups comme s'il voulait sortir au plus vite et connaître le monde. Mathieu sur les marches, regardant les étoiles, qui étaient les mêmes que quand il avait 20 ans et le cœur entier, avant qu'Élise parte et en emporte une partie. Et ainsi les jours passèrent dans une danse étrange de présence et d'absence, de soins cachés et de froideur affichée. Mathieu laissait de l'argent sur la table, du bois coupé près du fourneau, des fruits cueillis du verger dans la corbeille de la cuisine, jamais ne donnait rien en main propre, jamais ne restait pour voir Élise trouver. Comme si une bonne fée invisible s'occupait d'elle pendant la nuit. Et Élise rendait la pareille de la même façon silencieuse. Le repas prêt, quand il rentrait des vignes, le linge lavé et plié sur sa commode, le café chaud dans la cafetière avant l'aube, les deux prenant soin l'un de l'autre sans l'admettre, sans en toucher un mot, sans jamais se regarder dans les yeux plus d'une seconde. Jusqu'à ce qu'un après-midi de pluie fine, quand le ciel était bas et gris et que le monde semblait avoir rétréci jusqu'à tenir dans cette maison, Élise trouve le carnet. Ce n'était pas intentionnel. Elle rangeait la bibliothèque du salon quand le carnet à couverture de toile sombre tomba derrière des livres empilés, ouverts sur une page pleine de cette petite écriture qu'elle avait vue de loin. Et avant de pouvoir se retenir, ses yeux se posèrent sur les premières lignes. Ce qu'il y avait là n'était pas des comptes de domaine, ni des notes de travail. C'étaient des mots écrits pour elle, pour Élise, à des pages et des pages de choses que Mathieu n'avait jamais dites, jamais envoyées, jamais montrées à personne. Il y avait des dates. La première était de quelques mois après son départ, la dernière de quelques semaines seulement. Des années entières d'un homme qui conversait sur le papier avec une femme qui n'était pas là pour entendre. Élise referma le carnet avec les mains qui tremblaient et le remit à sa place. Elle s'assit dans le fauteuil du salon et resta là, le cœur en morceaux, essayant de réconcilier ce qu'elle venait de découvrir avec l'homme froid qui levait à peine les yeux sur elle pendant les repas. Mathieu n'avait pas oublié. Mathieu n'était pas indifférent. Mathieu saignait en silence depuis tout ce temps et elle ne le savait pas. Ou plutôt, au fond d'elle-même, elle le savait. Mais là, elle en avait la preuve devant les yeux, écrite à l'encre noire sur des pages jaunies par le temps. Et Élise pleura. Elle pleura doucement pour qu'il n'entende pas, la main sur la bouche et l'autre sur le ventre, sentant l'enfant bouger comme s'il percevait la douleur de sa mère. Elle pleura pour elle, pour lui, pour le temps perdu, pour les choix qui n'en avaient pas été, pour la vie qui aurait pu être et qui n'avait pas eu lieu. Et quand les larmes s'arrêtèrent, elle resta là dans le silence de l'après-midi pluvieux, à écouter la pluie sur les tuiles, en se posant la question qui faisait le plus mal. Si Mathieu ressentait encore tout ça, pourquoi la traitait-il comme s'il ne ressentait rien? Après la découverte du carnet, Élise regardait Mathieu différemment. Chaque geste de lui, si petit fût-il, prenait un poids nouveau. Le café laissé prêt avant de partir n'était plus seulement du café. C'était la seule façon que cet homme avait trouvé de dire qu'il se souciait d'elle sans ouvrir la bouche. Le bois coupé en petits morceaux pour qu'elle n'ait pas à forcer, c'était du soin déguisé en routine. Les fruits qui apparaissaient dans la corbeille chaque matin, toujours les plus mûrs, toujours ceux qu'elle aimait le plus,
C'étaient des déclarations muettes que Mathieu semait dans la maison comme quelqu'un qui sème sans vouloir que personne voie la plantation. Élise voyait tout maintenant, voyait et souffrait, parce que c'était comme avoir un festin devant soi sans pouvoir y toucher. Il était là, à quelques pas, aimant à sa façon tordue et silencieuse, celle des hommes qui ont peur. Et elle ne pouvait rien faire d'autre qu'attendre qu'il trouve un jour le courage de dire avec la bouche ce que ses mains disaient depuis longtemps. Les semaines passèrent, et le ventre d'Élise grossit jusqu'à ce point où le corps entier semble appartenir à l'enfant. Elle marchait lentement, dormait mal, avait mal au dos, et malgré tout ne s'arrêtait pas. Elle avait transformé ce domaine abandonné en un endroit qui commençait à avoir l'air d'une vraie maison. La cuisine avait maintenant des rideaux faits de chutes de tissu. Les casseroles brillaient. Le fourneau à bois ronronnait, parfumant tout de l'odeur des plats mijotés avec soin. Le jardin de devant, celui que Geneviève Vernet avait planté, montrait déjà les premières fleurs de lavande, mauves et obstinées. Et Élise les soignait chaque jour. C'est comme si elle prenait soin de la mémoire d'une femme qu'elle n'avait jamais connue, mais qu'elle respectait déjà. Mathieu voyait tout ça, voyait et ne disait rien. Mais Élise remarquait qu'il s'attardait davantage sur les marches du perron avant de rentrer, regardant le jardin ressuscité. Remarquait qu'il passait la main sur les nouveaux rideaux quand il croyait qu'elle ne le voyait pas. Remarquait qu'il mangeait plus lentement maintenant, comme pour faire durer le repas, comme si ces minutes à table avec l'odeur de la bonne cuisine étaient les seules où il se permettait de baisser la garde. Mais le mur tenait toujours. Il ne s'asseyait pas encore à table avec elle, ne cherchait pas la conversation au-delà du domaine, s'esquivait vers les vignes, quand le silence entre eux devenait trop chargé de choses non dites. Ce fut une nuit de septembre que tout faillit basculer. Le ciel s'était assombri vite cet après-midi-là, avec des nuages épais et lourds qui venaient du côté des Cévennes, apportant cette odeur de terre mouillée qui annonce l'orage. Mathieu rentra les animaux plus tôt, vérifia les volets, le cellier, les ardoises du toit. Élise ferma les fenêtres et alluma la lampe de la cuisine parce que la nuit était arrivée avant l'heure. La pluie vint avec force, une de ces pluies ardéchoises qui semblent vouloir renverser le monde, avec des éclairs qui illuminaient toute une seconde et des tonnerres qui faisaient trembler les murs. Élise était dans la cuisine à faire chauffer du lait quand elle sentit une douleur vive dans le bas du ventre. Pas un coup de l'enfant, c'était autre chose. Une douleur qui serrait et relâchait, comme une main de géant qui pressait par l'intérieur. Elle s'agrippa au bord du fourneau et respira profondément, attendant que ça passe. Ça passa, mais revint quelques minutes plus tard, plus fort. La peur s'empara d'Élise d'un coup. C'était trop tôt. Il manquait encore au moins un mois. Elle s'appuya contre le mur de la cuisine, en sueur, essayant de garder son calme. Mais la douleur revint une troisième fois, et cette fois, elle ne put retenir un gémissement. Mathieu l'entendit depuis sa chambre. En moins d'une minute, il était dans la cuisine, pieds nus, la chemise à moitié boutonnée, les yeux grands d'une panique qu'il ne cherchait pas à dissimuler. Il trouva Élise accroupie sur le carrelage, les deux mains sur le ventre, le visage blanc comme la chaux, et en cet instant, tout le mur que Mathieu avait construit pendant des semaines trembla comme si la foudre était tombée à l'intérieur. Il ne réfléchit pas, ne calcula pas, ne mesura pas. Il s'agenouilla à côté d'elle et lui tint les épaules fermement, lui demandant ce qu'elle ressentait, depuis quand, si elle saignait. Élise expliqua, entre des respirations courtes, que c'étaient des contractions commencées depuis peu, que c'était peut-être une fausse alerte, mais qu'elle n'en était pas sûre. Mathieu regarda la pluie qui tombait comme un rideau derrière la fenêtre et sut qu'aller chercher la sage-femme au village était impossible dans une telle nuit. Il fit ce qu'il savait faire. Il agit. Il souleva Élise du sol avec un soin qu'elle ne lui avait jamais vu, comme si le ventre de 8 mois ne pesait rien, et la porta jusqu'à sa chambre. Il arrangea les oreillers, la couvrit d'une couverture, fit chauffer de l'eau sur le fourneau
apporta des linges propres, puis il tira la chaise et s'assit au bord du lit sans en bouger. La nuit fut longue et effrayante. Les contractions venaient et repartaient, assez fortes pour qu'Élise serre les dents et agrippe le drap, mais elles n'évoluèrent pas en accouchement. C'était le corps qui annonçait que l'heure approchait, qui faisait une répétition, mais ce n'était pas encore le moment. Mathieu resta là toute la nuit. Il changea les compresses tièdes sur le ventre quand la douleur serrait, donna de l'eau quand elle en demanda. Et quelque part dans la nuit, quand la pluie commença enfin à se calmer et que les contractions s'espacèrent, Élise s'endormit d'épuisement. Et Mathieu continua à veiller son sommeil avec sa main posée sur la main d'Élise, sur la couverture. Il ne s'en rendit pas compte. Le geste était venu seul, comme une chose que le corps sait avant que la tête l'autorise. Et là, dans la pénombre de la chambre éclairée seulement par la veilleuse, avec la pluie qui tombait aux dernières gouttes, et Élise dormant avec ce visage épuisé et apaisé à la fois, Mathieu sentit le mur se fissurer de haut en bas. Il la regarda longtemps, sans savoir mesurer le temps, regardant ce visage qui était le même qu'à 18 ans, juste marqué par la vie, par les douleurs qu'il n'avait pas été là pour empêcher. Regardant ce ventre où grandissait l'enfant d'un autre homme et ressentant pour cet enfant qui n'était pas encore né une tendresse si grande qu'elle l'effrayait. Regardant ses mains qui avaient transformé son domaine mort en maison vivante. Et il comprit avec la clarté terrible qui ne vient qu'à l'aube quand on est trop fatigué pour se mentir à soi-même. Il était trop tard pour se protéger. Il l'aimait de nouveau, ou plutôt, il n'avait jamais cessé. Il avait simplement si bien fait semblant qu'il avait presque réussi à se convaincre. Quand le matin arriva, gris et lavé de pluie, Mathieu avait déjà remis son armure. Élise se réveilla, la chambre vide, la chaise à sa place habituelle, aucun signe de lui. Dans la cuisine, le café était prêt, le fourneau allumé, et Mathieu était déjà dans les vignes comme n'importe quel autre jour, comme si la nuit précédente n'avait pas existé. Élise s'assit à table, se servit un café et regarda la tasse fumante. Elle avait senti sa main sur la sienne. Elle avait senti le soin désespéré de cet homme pendant toute la nuit. Et maintenant, il faisait comme si rien ne s'était passé. Le lendemain apporta une visite inattendue. Élise étendait du linge dans la cour quand elle entendit une voiture sur le chemin. C'était une vieille camionnette qu'elle reconnut avec un pincement au cœur. Bernard Auger, ancien représentant qui faisait la tournée des villages de la région, un homme que son père avait connu et qui de temps en temps portait des nouvelles d'un endroit à l'autre. Il s'arrêta au portail, ôta sa casquette et appela Mathieu. Comme Mathieu était loin dans les vignes, Élise s'approcha. Bernard la regarda avec ce mélange de pitié et d'inquiétude qu'elle connaissait sur d'autres visages. L'homme n'était pas du genre à tourner autour du pot. Il lui dit d'un coup que dans la ville où Élise avait vécu avec Gilles, le frère de celui-ci, un certain Robert Marconnet, la recherchait. Robert était du même acabit que Gilles, en pire, parce qu'en plus de boire et de devoir, il avait la conviction que la veuve de son frère était sa responsabilité, et que tout ce que Gilles avait laissé, y compris l'épouse, appartenait à la famille. Bernard dit que Robert Marconnet posait des questions dans les villages de la région, essayant de savoir où Élise était partie, et que ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un donne l'information. Des gens comme Madame Delcourt, par exemple, qui adoreraient avoir une telle nouvelle à répandre. Élise écouta tout sans rien dire, la main sur le ventre et le sang se figeant. Ce n'était pas Robert qu'elle craignait, même si l'homme était dangereux. C'était ce que sa présence signifiait. Si Robert venait sur le domaine, il apporterait avec lui la turbulence, l'ombre de Gilles dans cette maison, il mettrait Mathieu en danger. Et Élise ne supportait pas l'idée d'être, encore une fois, la cause de la souffrance de cet homme. Elle remercia Bernard, lui offrit le café qu'il accepta, et quand il fut reparti, elle alla s'asseoir sur les marches du perron, la tête lourde de pensées. Cette nuit-là, Élise ne dormit pas. Elle tournait dans son lit, écoutant les sons du domaine dans l'obscurité, et prit une décision qui lui faisait l'effet d'un couteau. Elle devait partir.
Non pas pour elle, mais pour lui. Chaque jour qu'elle restait était un jour de plus de danger. Danger que Robert débarque et sème la discorde. Danger que les ragots du village prennent des proportions incontrôlables. Danger que Mathieu souffre à cause d'elle. Une fois avait suffi à briser sa jeunesse. Elle n'allait pas briser sa tranquillité maintenant. Dans les jours qui suivirent, Élise se prépara en silence. Elle finit de coudre les petits vêtements du bébé. Elle rangea la chambre du fond, lava les draps, laissa tout en ordre comme si elle n'y avait jamais été. Elle cuisina plus que nécessaire et conserva des plats dans des pots pour que Mathieu ait à manger pendant les jours à venir. Et chaque geste d'adieu qu'elle accomplissait était un morceau du cœur qu'elle arrachait d'elle-même. Mathieu sentit que quelque chose avait changé. Il percevait qu'Élise était plus silencieuse que d'habitude, que son regard, quand elle croyait ne pas être observée, était celui de quelqu'un qui prend congé des choses. Et il vit qu'elle avait passé une journée entière à arracher les dernières mauvaises herbes du jardin, comme pour laisser tout parfait avant de partir. Mais Mathieu, fidèle à son mur, ne demanda rien. Il tournait autour de la maison avec plus de fréquence, rentrait plus tôt des vignes, restait plus longtemps sur les marches du soir, comme un guetteur qui sent la tempête venir, sans savoir de quelle direction. Le dernier soir, Élise prépara le repas le plus soigné depuis son arrivée. Une daube de bœuf qui avait mijoté toute la journée avec des olives et des herbes de Provence, des pommes de terre sautées à l'ail, une tarte aux noix du verger. Elle mit tout sur la table avec ce soin de quelqu'un qui prépare un adieu sans dire que c'est un adieu. Mathieu s'assit pour manger et pour la première fois la regarda avec un pli d'inquiétude entre les sourcils. Il mangea lentement, en silence, finit tout, et quand il eut terminé, il resta à table au lieu de se lever pour aller sur les marches, comme à son habitude. Il resta là à regarder Élise qui faisait la vaisselle de dos et le silence était si chargé que la cuisine semblait sur le point d'exploser. Élise essuya ses mains sur le torchon et se retourna. Les yeux des deux se rencontrèrent et restèrent accrochés un long moment, honnêtes, sans l'armure d'aucun des deux. Elle vit en lui la peur, la nostalgie, la tendresse étouffée. Et il vit en elle la tristesse, la décision prise, l'adieu caché derrière ce beau repas. Mais aucun des deux ne dit rien. Élise murmura bonne nuit et alla dans sa chambre. Mathieu resta dans la cuisine, le poing fermé sur la table, écoutant ses pas s'éloigner dans le couloir, sentant que quelque chose lui échappait et étant incapable de fermer la main. Élise attendit que la maison soit dans un silence complet. Attendit d'être sûre que Mathieu s'était retiré. Puis elle se leva lentement, enfila sa robe bleue à petites fleurs, celle qu'elle portait le jour de son arrivée, prit la valise qui n'avait jamais été complètement défaite et y glissa les petits vêtements du bébé et le peu qui lui appartenait. Elle regarda la chambre une dernière fois, le lit, la fenêtre sur le verger, la lumière pâle de la lune entrant par les fentes des volets, et sentit qu'elle laissait derrière elle non seulement une chambre, mais la dernière chance d'être heureuse que la vie lui avait offerte. Elle marcha dans le couloir obscur, et traversa la cuisine où l'odeur du repas flottait encore, ouvrit la porte d'entrée avec précaution pour ne pas faire grincer les gonds, et sortit sur le perron. La nuit était claire, pleine lune, la cour baignée d'argent, les grillons chantant comme si le monde était en paix. Élise descendit les marches, serrant son ventre d'une main et la valise de l'autre, traversa la cour à petits pas prudents, sentant les gravillons sous ses pieds, et arriva au portail. Le même portail en fer forgé où tout avait commencé des semaines auparavant. Le même portail où tout allait se terminer maintenant. Elle tendit la main vers le loquet, et c'est là qu'elle entendit la voix. Élise se figea, la main sur le portail. La voix de Mathieu vint de derrière elle, rauque, basse, mais avec une fermeté qui trancha la nuit comme une lame. Il dit simplement son prénom, et Élise. Et la façon dont il le dit portait tellement de choses dans ce seul mot qu'elle sentit ses jambes se dérober. Elle resta immobile, de dos, sans trouver le courage de se retourner, parce qu'elle savait que si elle regardait Mathieu à cet instant, elle ne pourrait pas partir.
Et elle devait partir. Elle devait le protéger. Mathieu descendit les marches du perron et traversa la cour. Élise entendit ses pas sur les gravillons, de plus en plus proches, et serra la poignée de la valise si fort que ses doigts blanchirent. Il s'arrêta à 2 pas d'elle. Elle pouvait sentir sa chaleur, son odeur de terre et de savon de Marseille, l'odeur de Mathieu depuis toujours, et son cœur battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Le silence entre eux dura une éternité de secondes. Puis Mathieu parla, et sa voix était différente de tout ce qu'Élise avait entendu depuis son arrivée. Ce n'était plus la voix froide, mesurée, contrôlée. C'était une voix qui tremblait, qui se brisait au bord, qui semblait arrachée d'un endroit si profond en lui qu'on aurait dit qu'elle lui coûtait physiquement. Il dit qu'il savait ce qu'elle faisait, qu'il avait vu les signes depuis quelques jours, la maison trop bien rangée, les plats conservés dans des pots, la façon qu'elle avait de regarder les choses comme quelqu'un qui prend congé. Qu'il était resté dans la cuisine après qu'elle fût allée se coucher, incapable de fermer les yeux, parce que sa poitrine lui disait que quelque chose allait arriver. Et quand il avait entendu la porte d'entrée, il avait su. Élise essaya de parler, essaya d'expliquer pour Robert, pour les dettes, non pour le danger qu'elle apportait avec elle. Mais Mathieu ne la laissa pas finir. Il dit qu'il savait déjà, que Bernard Auger était revenu le lendemain pour lui parler aussi, quand Élise était dans la maison, qu'il savait pour Robert Marconnet, pour les dettes, pour tout. Et qu'il avait passé des jours à ruminer ça, non pas de peur de ce qui pourrait arriver, mais de peur qu'Élise s'en serve comme prétexte pour partir. Alors Mathieu fit ce qu'il ne faisait plus depuis des années. Il ouvrit sa poitrine. Il dit que quand Élise était partie la première fois, emmenée par son père pour ce mariage avec Gilles Marconnet, il avait cru qu'il allait mourir. Pas mourir vraiment, mourir de l'intérieur, ce qui est pire parce que la personne continue à marcher, à travailler, à respirer, mais à l'intérieur, tout est éteint. Il dit qu'il avait essayé de continuer, qu'il avait essayé de rencontrer d'autres personnes, d'essayer de convaincre son cœur d'oublier, mais que le maudit cœur n'obéissait pas. Il revenait toujours à elle, au souvenir de son rire sur le chemin, à l'odeur de ses cheveux quand le vent soufflait, à sa main tenant la sienne ce dernier après-midi qu'ils avaient passé ensemble avant que tout finisse. Et qu'à un certain moment il avait arrêté de se battre contre ça et accepté qu'il vivrait seul, s'occupant du domaine, vieillissant en silence, portant en lui un amour qui n'avait nulle part où aller. Il dit qu'il écrivait, que chaque fois que la nostalgie devenait trop grande pour tenir en lui, il s'asseyait et lui écrivait dans un carnet qu'il n'enverrait jamais. Élise sentit le sol se dérober sous ses pieds, parce qu'elle comprit qu'il savait qu'elle avait trouvé le carnet. Ou peut-être qu'il ne le savait pas. Peut-être qu'il se confessait simplement sans savoir qu'elle avait déjà lu. Et ça rendait tout encore plus vrai, encore plus nu. Il dit que quand elle était apparue au portail, enceinte avec sa valise et cette robe bleue à petites fleurs, il avait senti le monde entier s'effondrer et se reconstruire en même temps. Que la première envie était de la prendre dans ses bras et de ne plus jamais la lâcher, mais que la deuxième, celle qui avait gagné, était de se protéger. Parce que la dernière fois qu'il avait ouvert son cœur à Élise, elle était partie et avait emporté avec elle tout ce qu'il était. Et Mathieu ne savait pas s'il avait assez de lui-même pour survivre à la perdre une nouvelle fois. Sa voix se brisa à ce moment-là, et il resta silencieux un instant, respirant profondément, les yeux baissés sur la cour de gravillon. Élise se retourna enfin, et ce qu'elle vit sur le visage de Mathieu sous la lumière de la lune fut la chose la plus belle et la plus triste qu'elle eût jamais vue. Un homme entier démonté, sans armure, sans mur, sans le masque de froideur qu'il avait porté pendant des semaines. C'était juste Mathieu, le même Mathieu que quand ils avaient 20 ans, avec les yeux brillants de larmes qu'il refusait de laisser couler et les mains qui tremblaient le long du corps, comme s'il ne savait plus quoi en faire maintenant qu'elle ne retenait plus rien en place. Il dit qu'il avait été lâche, que la froideur n'était pas de l'indifférence, c'était de la terreur. La terreur d'aimer de nouveau et de perdre de nouveau.
C'est la terreur de s'habituer à l'odeur de cuisine dans la maison, aux fleurs de lavande dans le jardin, à sa présence qui remplissait les coins vides, et de se faire arracher tout ça encore une fois. Que chaque jour passé sous le même toit était en même temps le meilleur et le pire jour de sa vie, parce que c'était se souvenir de tout ce qu'il voulait et de tout ce qu'il risquait de perdre. Et que la nuit de l'orage, quand il avait tenu sa main pendant qu'elle dormait, il avait su qu'il était trop tard. Il l'aimait de nouveau, avec la même force qu'avant, peut-être plus fort encore, parce qu'il savait maintenant le prix de vivre sans elle. Et alors Mathieu dit la phrase qu'Élise porterait dans son cœur pour le reste de sa vie. Il dit qu'il préférait affronter Robert Marconnet, affronter les dettes, et affronter tout le village et tous les jugements du monde, plutôt que de vivre encore un seul jour dans cette maison sans elle. Que si elle partait maintenant, il mourrait à l'intérieur, de cette façon que personne ne voit et que personne ne peut sauver. Qu'il ne lui demandait pas de rester par pitié ni par besoin. Il lui demandait parce qu'il l'aimait, parce qu'il l'avait toujours aimé, parce qu'il l'aimerait jusqu'au dernier jour, et que si c'était là une faiblesse, alors il l'acceptait, parce qu'être fort tout seul, il avait essayé, et ça ne lui avait servi à rien. Élise lâcha la valise. Le bruit du cuir sur les gravillons résonna comme la chose la plus définitive du monde. Les larmes qu'elle avait retenues toute la nuit, toute la semaine, toute une vie, vinrent toutes d'un coup, et elle ne chercha pas à les arrêter. Mathieu fit le pas qui manquait entre eux, prit son visage entre ses mains calleuses de travail, et posa son front contre le sien. Ils restèrent ainsi, à respirer ensemble, à pleurer ensemble, avec la lune qui les éclairait tous les deux et les grillons chantant autour d'eux, comme si le monde savait que quelque chose de sacré était en train de se passer là. Et Élise dit qu'elle ne partirait pas, qu'elle n'irait nulle part, que le seul endroit où elle voulait être, c'était là, avec lui, sur ce domaine, dans cette vie, avec cet homme qui avait été la première et la dernière belle chose que son cœur avait connue. Mathieu l'enlaça avec une infinie délicatesse à cause du ventre entre eux, et Élise sentit ses épaules à lui qui tremblaient d'un pleur silencieux qu'il devait garder depuis des années. Ah, ils restèrent enlacés contre le portail au milieu de la nuit. Deux cœurs rafistolés qui finissaient enfin de saigner. Quand ils se séparèrent, Mathieu ramassa la valise d'une main et tendit l'autre à Élise, et tous deux marchèrent vers la maison ensemble, lentement, en silence, parce que les mots n'étaient plus nécessaires. Les mots avaient été dits. Il était maintenant temps de vivre ce qu'ils signifiaient. Les jours qui suivirent furent différents de tout ce qui avait été avant. Mathieu ne remit pas son armure. Il n'était pas devenu soudainement bavard ni expansif, parce que ce n'était pas sa nature, mais les gestes changèrent. Il se mit à s'asseoir avec Élise pour les repas, à la même table, face à face, se mit à lui demander comment elle allait, si le ventre lui pesait, si elle avait besoin de quelque chose. Se mit à rester sur les marches du soir pendant qu'elle arrosait la lavande, et parfois il parlait du domaine, des vignes, des projets qu'il avait. Et le mot « projet » dans sa bouche semblait une chose neuve, comme s'il n'avait pas existé dans son vocabulaire avant. Un de ces soirs, tandis que le soleil descendait derrière les crêtes des Cévennes et peignait tout en orange et en rose, il lui dit qu'il était allé voir le curé du village, qu'il avait demandé la publication des bans, qu'il voulait se marier avec elle avant que le bébé naisse, dans l'église du village, avec la bénédiction de Dieu et de la communauté. Élise le regarda sans croire ce qu'elle entendait, et Mathieu, pour la première fois depuis qu'elle était arrivée, sourit. Un sourire petit, timide, un peu de travers, mais qui illumina tout son visage et lui rappela le jeune homme qui l'attendait sur le chemin quand ils étaient adolescents. Elle dit oui. Elle dit oui avec la voix, avec les yeux, avec le rire qui sortit mêlé de larmes, avec ses mains qui serrèrent les siennes, et ne voulait le plus lâcher. Et Mathieu, cet homme de peu de mots et de sentiments gardés sous 7 clés, porta sa main jusqu'à ses lèvres et embrassa ses doigts un par un, lentement, comme quelqu'un qui fait une prière silencieuse de gratitude. Le mariage fut simple, comme tout sur ce domaine. Dans la petite église du village, avec le curé qui connaissait Mathieu depuis l'enfance, Bernard Auger comme témoin et la femme du voisin comme marraine.
Élise portait une robe qu'elle avait ajustée pour tenir sur son ventre immense, avec des fleurs de lavande du jardin dans les cheveux, les mêmes lavandes que Geneviève Vernet avait plantées et qu'elle avait ressuscitées. Mathieu portait une chemise blanche repassée et un pantalon sombre, la barbe soigneusement taillée pour la première fois depuis des mois, et était si ému qu'il se trompa dans les vœux et dut les recommencer, arrachant des rires aux quelques présents. Quand le curé les déclara mari et femme, Mathieu regarda Élise avec ses yeux clairs qui n'avaient plus aucun mur à l'intérieur, seulement de l'immensité. Et Élise sut que c'était le plus beau moment qu'elle vivrait jamais. Quant à Robert Marconnet, il se présenta effectivement quelques semaines plus tard. Il arriva au portail avec une tête d'homme qui vient chercher querelle et trouva Mathieu qui l'attendait debout sur les marches, avec la présence tranquille d'un homme qui défend ce qui est à lui. La conversation fut brève. Mathieu expliqua qu'Élise était sa femme maintenant, que les dettes de Gilles étaient mortes avec Gilles, et que si Robert avait un problème avec ça, il n'avait qu'à le régler avec lui, pas avec elle. Robert jaugea Mathieu de haut en bas, regarda le portail fermé, la cour nette, la maison avec ses rideaux aux fenêtres et ses fleurs de lavande au jardin, et comprit qu'il n'était pas chez un homme mou. Il repartit en maugréant et ne revint jamais. L'enfant naquit une nuit d'octobre, quand l'air sentait les châtaignes griller et que le ciel commençait à prendre cet indigo profond d'avant l'aurore. La sage-femme du village arriva à temps, appelée par Mathieu, qui avait scellé son cheval dans le noir dès qu'Élise lui avait dit que c'était l'heure. L'accouchement fut un travail difficile, comme tout accouchement, mais Élise était une femme forte, et son corps savait quoi faire. Mathieu resta dehors, marchant de long en large sous la treille de glycine, récitant toutes les prières qu'il connaissait et inventant celles qu'il ne connaissait pas. Quand le premier cri du bébé fendit le silence de la nuit d'octobre, aigu et vital et plein de vie nouvelle, Mathieu s'assit sur les marches du perron et pleura comme il n'avait plus pleuré depuis le jour où Élise était partie pour la première fois. Sauf que maintenant, c'était des larmes de joie. C'était un garçon, vigoureux et sain, avec une touffe de cheveux sombres et des poumons à faire envier n'importe quel vigneron en train de vendanger. La sage-femme posa l'enfant dans les bras d'Élise, et quand Mathieu entra dans la chambre et les vit tous les deux, et la femme qu'il aimait tenant le fils qui n'était pas le sien de sang, mais était déjà le sien de cœur, il sentit que la vie avait enfin fermé un cercle. Élise le regarda et lui demanda doucement s'il voulait le prendre. Mathieu tendit les bras avec la maladresse touchante d'un grand homme qui a peur de casser quelque chose de fragile. Et quand le bébé se blottit contre sa poitrine et cessa de pleurer, comme s'il savait qu'il était chez lui, Mathieu leva les yeux vers Élise et dit qu'il voulait donner au petit le prénom de son père, René, si elle était d'accord. Élise acquiesça en souriant, les yeux fatigués et débordants d'amour. Et ainsi, le petit se prénomma René, héritier d'un nom honorable et d'une histoire qui avait commencé dans la douleur et finissait dans la grâce. Les années qui vinrent après furent celles que Mathieu et Élise méritaient depuis le début et que la vie avait tardé à leur donner. Le domaine prospéra avec le travail des deux ensemble, parce que Mathieu découvrit que partager le poids ne diminue pas un homme, ça l'agrandit. Élise transforma cette maison en foyer vrai, avec l'odeur du pain cuit au four à bois, les rideaux aux fenêtres, la lavande en fleurs dans le jardin et le rire d'un enfant dans la cour. René grandit en courant pieds nus dans les vignes, en grimpant aux noyers, en se baignant dans le ruisseau au bas du domaine, en appelant Mathieu papa avec la naturelle évidence de quelqu'un qui n'a jamais eu besoin qu'on lui explique ce qu'est une vraie famille. Et quand les tempes de Mathieu commencèrent à grisonner et que les mains d'Élise portèrent les marques du temps, il s'asseyait sur les marches du perron le soir, regardant le soleil descendre derrière les crêtes. Et le silence entre eux n'était plus celui de la peur, ni des choses retenues. C'était le silence de la paix, le silence de ceux qui ont dit tout ce qu'il fallait dire et peuvent maintenant se reposer. Élise demanda un jour,
un de ces soirs-là, s'il regrettait d'avoir ouvert le portail ce jour d'août. Matthieu la regarda avec ce demi-sourire qu'il avait réappris à faire, et dit que son seul regret était d'avoir attendu si longtemps avant d'ouvrir aussi le cœur. Que le portail, il l'avait ouvert le premier jour, mais le cœur avait pris des semaines, et que chaque jour de froideur était un jour de bonheur gâché qu'il ne pourrait jamais récupérer. Élise serra sa main dans la sienne et dit que ça n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'est qu'il avait ouvert, tard certes, mais à temps, et que parfois c'est ainsi que Dieu fait les choses, pas au moment où on le voudrait, mais au moment juste, quand on a assez appris pour apprécier ce qu'on reçoit. Matthieu serra sa main, et tous deux regardèrent le ciel changer de couleur, le cœur plein et toute la vie devant eux.